Bonsoir à tous. Comme l'a dit Edouard, je vais vous parler un peu alors ce que j'ai appelé l'adaptative design pour différencier un peu de responsive. Parce que souvent on entend parler de responsive et on reste bloqué sur uniquement le visuel, comment adapter le visuel en fonction de l'écran de l'application. Et en fait, pour moi, ça va un peu plus loin que ça. On a tout un tas d'entrées, de configurations de l'utilisateur qui vont faire en sorte qu'il va falloir adapter notre application à cet usage. Et c'est pour ça que j'ai pas mis le terme responsive, mais plutôt adaptatif pour aller un peu plus loin pour moi que uniquement le visuel. Déjà, qui je suis? Je m'appelle Aloïs. Je suis assez actif dans la communauté. Donc, j'ai commencé Flutter, ça devait être en 2017, fin 2017. Avant, je bossais sur des technos déjà cross-platform qui s'appellent Xamarin de Microsoft. Dès que j'ai découvert Flutter, pour moi, c'était vraiment la step d'après. C'était le visuel unique, etc. J'étais convaincu assez rapidement et du coup, j'ai commencé à développer des petites choses et j'ai vu qu'il y avait des manques. Du coup, j'ai commencé à développer des plugins. Donc, vous retrouvez tout ça sur GitHub. Et je suis assez actif aussi sur Twitter. Si vous voulez échanger avec moi par message privé ou autre, n'hésitez pas. En parallèle de ça, je suis en train de monter une boîte qui s'appelle Jinto avec un collègue. C'est une appli mobile qui est dédiée à l'organisation d'événements privés dans un premier temps, et puis après peut-être vers le pro. On va voir comment ça évolue tout ça. Donc c'est une application mobile développée avec Flutter. Donc ça me sert un peu de bac à sable pour tester cette technologie et puis voir un peu les limites et contribuer aussi à la communauté. C'est un peu notre philosophie. Et en parallèle de ça, donc pour gagner de l'argent et vivre, je fais aussi un peu de freelance. Donc si vous avez aussi des besoins en freelance, n'hésitez pas à venir me voir pour discuter de ça. Déjà Jinto, donc pourquoi je parle de tout ça? C'est parce que Jinto, on a déjà fait un MVP, donc qui est très basique, presque trop basique, le but c'est de sortir quelque chose rapidement et puis de mettre à l'épreuve le serveur déjà dans un premier temps. Mais évidemment, il n'est pas parfait au niveau de la UI. Et puis, de tout ce que je vais aborder aujourd'hui, c'est des réflexions que j'ai eues pour justement amener la prochaine version, la V1, qui se doit d'être justement adaptative et responsive et s'adapter à tous les devices des utilisateurs, etc. Donc la question, c'est comment passer de cette étape de MVP qui marche uniquement sur des mobiles à quelque chose qui s'adapte à vraiment tous les utilisateurs. Donc pour moi, l'adaptation, c'est prendre en compte tous les besoins, les conditions, les limitations des utilisateurs et lui proposer une interface, des interactions qui sont adaptées en fonction de ça, tout bêtement. Donc la question maintenant, ça va être comment recueillir tous ces besoins de tous les utilisateurs et quels sont-ils? Donc déjà, le plus logique, comme on vient de le voir, c'est déjà sur quelle plateforme va tourner notre application, donc comment on détecte sur quelle plateforme on tourne et comment on va pouvoir adapter la UI à partir de ça. Donc pour ça, on a tout simplement une variable statique qui s'appelle plateforme, et puis on a à partir de ça, enfin une classe même, et à partir de ça, on a des propriétés qui nous permettent de détecter si on est sur Windows, sur Android, sur Fuchsia, sur macOS, sur Linux. Et sur web, c'est un peu différent. Donc là, c'est là où on voit que c'est encore en chantier, comme le disait Kevin. C'est que on va être considéré comme étant sur Android, mais à côté de ça, on a une constante dédiée qui nous permet de savoir si on tourne sur le web. Donc là, on voit que c'est un peu en chantier. À terme, il y aura probablement une plateforme web, j'imagine. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Mais à partir de ça, déjà, vous pouvez faire des tests et puis commencer à adapter votre interface utilisateur. Vous avez également des librairies, donc ça on l'a vu rapidement aussi tout à l'heure, des librairies dédiées de composants pour cibler iOS et Android. Donc, à savoir Material, c'est plus la librairie de Google. Vous pouvez lancer tous ces composants aussi sur iOS si vous le souhaitez, mais Google propose aussi des librairies de composants qui correspondent mieux à la plateforme iOS en termes d'ergonomie. Par exemple, ici, le picker de date, on voit que c'est une ergonomie totalement différente. Si vous ne voulez pas perdre vos utilisateurs dans un écran particulier, vous pouvez faire le choix d'afficher ce Cupertino Time Picker, en fonction de ce que je vous ai montré juste avant. Il y a aussi différentes initiatives dans la communauté pour faciliter un peu justement cette détection de plateforme et puis l'affichage du bon composant en fonction de cela. Donc il y a un package qui existe qui s'appelle Flutter Platform Widget. Et il y a tout un tas de composants, je vous laisserai aller voir, mais par exemple pour mettre une alerte dialogue, une fenêtre modale, on a
une abstraction, et après c'est ce widget-là qui va choisir, ok, soit Cupertino, soit Material, en fonction de la plateforme sur laquelle on tourne. Donc en fait, ils ont déjà fait le travail pour nous de faire ce que je vous ai montré juste avant. Par contre, c'est pas magique, hein. Il y a quand même, il y a pas non plus tous les composants. Vous pouvez pas faire une appli 100% cross-platform avec des composants qui s'adapteront automatiquement. Il faudra forcément passer un moment par de la détection et l'affichage du bon composant en fonction de la plateforme. Et l'autre limitation, c'est qu'on voit que Flutter se multiplie les cibles, les plateformes cibles. Mais par contre, ces librairies-là, on n'en a que deux. Donc, pour l'instant, on ne peut pas, par exemple, avoir une interface qui est totalement adaptée à Windows, par exemple. Donc, on pourrait imaginer avoir une autre librairie qui est dédiée à Windows, une librairie plus dédiée à macOS, avec des composants qui soient plus adaptés à macOS. Encore que maintenant, Apple est en train d'offrir la possibilité de mettre des applis iOS sur Mac, donc on peut penser qu'ils vont merger un peu les deux frameworks, mais ça, c'est à long terme. Après, plus pour le web, on va dire des composants plus adaptés au web, à l'ergonomie du web. On n'a pas ça encore aussi. Et puis, pourquoi pas la télé aussi par la suite, par exemple, sur de l'Apple TV, etc. C'est encore une autre ergonomie totalement différente. Et on pourrait imaginer avoir encore une librairie pour ça. Donc voilà, donc première chose, c'était la plateforme. Deuxième chose, c'est le rendu, l'écran, enfin vraiment le visuel les composantes visuelles que vos utilisateurs ont. Et, on va voir ça. Donc, au centre de tout ça, on a un composant, un inherited widget qui s'appelle Media Query, qui va vous permettre de récupérer justement les différentes composantes de l'écran. Et puis, on va voir que ça va très très loin. Je vais vous montrer ça juste après. C'est un inherited widget. Donc, si vous, dans une méthode build, vous récupérez le Media Query comme cela. Dès qu'il sera mis à jour, votre méthode build sera réappelée systématiquement. Donc pas besoin de faire des mécanismes d'observation, etc. Vous faites juste cette ligne-là, et si l'écran change de taille, par exemple, votre méthode build va être réappelée par la suite. Donc justement, la taille de l'écran, c'est peut-être l'entrée la plus basique. C'est comment je peux adapter mon interface en fonction de la taille de l'écran. Pour ça, dans Media Query, vous avez la size, donc ici. Donc vous pouvez tester tout simplement la largeur et dire que à partir de telle largeur, je passe en mode large. À partir de telle largeur, je suis en medium et adapter vraiment des widgets, un visuel vraiment différent en fonction de la taille de l'écran. Autre chose qu'on oublie parfois, c'est la densité. Donc la densité de pixels, vous avez je ne sais pas si vous avez vu ça, mais vous avez des pixels. C'est toujours des termes différents, mais des pixels physiques, on va dire. Et derrière, en fait, on va avoir des tailles en termes de pixels vraiment au niveau de l'écran qui seront différentes. Par exemple, un écran de téléphone va avoir une densité supérieure, comme on est plus proche. Donc, on va avoir par exemple un bouton qui fait la même taille sur une télé et sur un téléphone. En fait, il va être 2 fois plus précis sur le téléphone parce qu'on aura 2 fois plus de pixels sur les mêmes dimensions. Donc il faut aussi prendre ça en compte sur certaines choses comme les images par exemple. Voilà, donc vous pouvez vous servir de ça pour adapter votre interface, encore une fois. Et tout ça, c'est encore une fois avec le Media Query. Vous avez le Device Pixel Ratio. Et à partir de ça, par exemple, vous pouvez choisir d'afficher du dessin vectoriel sur des hautes densités et puis des images sur des densités plus basses qui en général correspondent à des devices qui sont moins puissants. Et afficher une image, ça demande moins de ressources que de faire un calcul vectoriel pour faire de l'affichage. Dans le Media Query, vous avez aussi les marges des écrans qui ont vraiment été mis en lumière à partir du moment où les notches sont apparus. Parce qu'évidemment, on ne va pas mettre des boutons n'importe où dans notre interface. Par exemple, si je mets un bouton ici, ça n'a pas de sens. Donc on peut récupérer ces infos-là, encore une fois, via le Media Query. Donc c'est ici, en fait, Media Query Padding. Vous avez ici directement les marges en haut, en bas, sur les côtés. Et vous pouvez adapter votre padding ici sur votre bouton. Heureusement, ils ont fait un composant un peu plus simple qui s'appelle Safe Area, qui en fait, c'est l'équivalent de ça. Avec quelques configurations en plus, mais ça revient à peu près à ça. Et voilà, il suffit de dire j'ai envie que mon bouton il ait des marges sur tel bord, et puis il va automatiquement le placer comme il faut. Autre chose qu'on oublie très souvent, c'est les préférences d'accessibilité, donc notamment la taille du texte. Il faut savoir que
L'utilisateur peut choisir dans ses préférences système la taille de son texte, donc un facteur de taille en fait. Et ça a une incidence directement sur votre application. Donc les composants de base dans Flutter en tiennent compte. Et donc si vous ne le testez pas, bah, vous pouvez vous retrouver avec des surprises, une interface qui ne ressemble à rien dans ces conditions-là. Il y a aussi une option de gras, donc pareil, tous les labels de votre appli passent en gras automatiquement de base. Donc il faut faire attention à ça. Si vous ne le souhaitez pas, il faut le forcer, etc. Ce facteur, vous le récupérez de cette manière-là. Ça peut aussi vous servir à agrandir d'autres choses qui ne sont pas forcément du texte. Par exemple, un bouton que vous considérez comme central, par exemple un floating button, vous pouvez choisir de le grandir en fonction du scale de la fonte. On considère que la personne qui augmente la taille du texte, c'est qu'il n'arrive pas forcément à lire le texte, et qu'il a des difficultés, donc on peut augmenter aussi la taille des boutons, par exemple. Autre chose à la mode, c'est le mode sombre. Qui est arrivé avec iOS 13 et à partir de ce moment-là, toutes les applications quasiment se sont mis à supporter le dark mode. Donc dans les préférences utilisateurs, encore une fois, on peut définir un thème sombre. Et puis en fonction de ça, bah, du coup, nous on peut adapter notre interface. S'il est habitué à avoir toutes ces interfaces en sombre, si vous proposez uniquement une interface light, bah, ça va faire un peu tâche au milieu de son système. Donc si vous voulez vraiment adapter la UI à ses habitudes, il faudra proposer dans votre application aussi un mode sombre. Donc pour ça, vous avez le platform brightness dans le Media Query toujours, et vous pouvez par exemple choisir un thème à partir de ça. Voilà, donc ça c'était vraiment plus du visuel. Maintenant, il y a les entrées tout bêtement clavier, comment l'utilisateur va déclencher des actions dans votre application. Et donc là, il ne faut pas oublier certaines choses comme l'accessibilité qu'on a évoqué tout à l'heure. Par exemple avec les voice-over d'iOS et les talkbacks de Android. Donc il faut savoir que les malvoyants peuvent activer ces options-là et votre interface se doit de proposer un mode de lecture de l'application et des possibilités d'interagir par la voix avec votre application. Donc pour ça, vous avez heureusement des widgets qui sont plutôt bien foutus, qui sont les semantics. Vous pouvez décrire tout un tas de choses. Il y a vraiment énormément de propriétés. Si c'est des boutons, s'ils sont activés, s'ils sont sélectionnés, etc. Avec des labels pour décrire aux malvoyants ce qui concerne ce widget. Et donc voilà, avec ça, déjà, testez-le au moins, déclenchez le voice-over et regardez comment ça réagit avec votre application. Vous vous rendrez peut-être compte qu'il manque certaines informations à certains endroits. Parce que de base, évidemment, tous les widgets de base ont déjà des semantics dans leur comportement. Mais il y a certaines fois où c'est pas très logique, ou des fois il faut peut-être repenser la chose un peu différemment. Pour le keyboard, donc là, maintenant on a souvent des claviers même sur les tablettes, et puis avec le desktop, ça devient de plus en plus logique. On peut aussi penser que l'utilisateur est habitué à utiliser des raccourcis clavier, par exemple pour du copier-coller. Bon, tout dépend de votre application, hein, mais si vous commencez à avoir une application assez complexe, il peut être intéressant de lui proposer des raccourcis spécifiques. Si vous faites une application, par exemple, de dessin à la Photoshop, j'en sais rien, bah, c'est des choses fondamentales parce qu'il les utilise constamment, il en utilise 10 par seconde. Donc, bon. Donc, la souris, pareil, ça c'est surtout avec le desktop. Ça, c'est assez mal géré pour le moment. Vous avez une possibilité de le faire. Si vous voulez le faire, vous pouvez regarder l'implémentation du Inkwell qui propose une méthode on-over. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore les widgets vraiment pratiques pour implémenter des fonctionnalités de ce type-là. Par exemple, si vous voulez adapter, par exemple, quand on sait qu'on est avec une souris, on sait que l'interface, qu'on va être plus précis, donc on peut rétrécir un peu les marges de tous nos composants pour gagner un peu de place sur l'écran. Et ça, bah, c'est pas si simple que ça à faire pour le moment. Il faut vraiment aller bidouiller, quoi. Donc la langue de l'utilisateur, c'est aussi une donnée importante. Donc évidemment les traductions, pour les traductions de vos différents libellés. Donc pour ça, vous avez l'objet local. C'est plutôt bien intégré aussi, encore une fois, à Flutter. On a cette chance-là. Donc vous pouvez me décrire de manière classique donc un langage, une région vraiment physique, et puis même un script code. Donc c'est pour les régions très précises.
Et donc vous pouvez adapter vos libellés, donc il y a différentes librairies, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous retrouvez assez facilement ça dans la doc de Flutter. Première chose, adapter vos libellés. Vous pouvez récupérer cette locale à partir d'un inherited widget qui s'appelle localizations. Donc vous pouvez le récupérer à n'importe quel endroit, et si ça change, comme tout à l'heure, la méthode build sera réappelée dès que ça change. Donc ça, n'oubliez pas aussi les images. Souvent, on les oublie. Si vous avez des images avec du texte, il faut aussi penser à mettre les alternatives, et c'est via cette méthode-là que vous pouvez choisir l'une ou l'autre des images. Vous avez aussi voilà, là, un exemple d'utilisation des dates, par exemple. Les dates, c'est aussi un élément important. Et dans Media Query, donc là c'est juste une petite précision, vous avez aussi une propriété système qui indique si on doit toujours utiliser le format 24 heures ou pas. Si vous voulez vraiment faire une interface extrêmement adaptée au système. Donc dernière composante, c'est les performances. Dernière, je vous fais un panel, mais c'est plus pour mettre en lumière qu'il faut se poser toutes ces questions-là et qu'il faut vraiment faire attention à tout ça dès le début, parce que si on commence à penser à ça, justement où j'en suis, c'est beaucoup plus compliqué de venir réadapter tout ce qu'on a déjà fait, plutôt que de mettre les quelques briques dès le début et puis après de faire évoluer l'application. En fait, c'est juste de prendre les bonnes habitudes. Donc, la connectivité, donc ça encore une fois c'est assez logique parce qu'aujourd'hui on va souvent chercher des données sur Internet. Vous avez un plugin qui vous permet de savoir quel est le niveau de connexion. C'est un niveau assez simpliste. Vous saurez uniquement si vous êtes en Wi-Fi ou en cellulaire ou si vous n'avez pas de réseau. Mais c'est déjà une bonne première information, parce que si vous n'avez pas de réseau, ça ne sert à rien d'aller lancer 18 requêtes à la seconde pour aller récupérer des données. Voilà, donc vous avez juste cette info-là, vous n'avez pas la qualité du signal ou le débit, etc. Tout ça, vous pouvez le faire, mais c'est à vous de l'implémenter. Si vous voulez aller encore un peu plus loin, vous pouvez le faire. Autre chose importante, il y a dans Media Query toujours, vous avez une propriété qui s'appelle Disable Animations. Encore une fois, c'est si l'utilisateur a décidé de désactiver les animations. Donc c'est soit pour des raisons d'accessibilité, mais ça peut aussi être pour des raisons de performance. Tout simplement, le téléphone ne suit pas et du coup, il a décidé de désactiver les animations. Donc là, vous pouvez le tester et puis de ne pas lancer des animations interminables si vous le souhaitez. Donc voilà, donc ça fait beaucoup de choses. Donc moi, la question que je me posais, c'était comment en fait tester tout ça, parce que là, il faut 50 terminaux, il faut relancer les applis toutes les 10 secondes pour aller dans les préférences, retester, machin. Donc c'était vraiment, pour moi, c'était un gros manque des outils. Du coup, je me suis fait un petit plugin qui s'appelle Device Preview, que vous pouvez retrouver sur GitHub, en fait, qui me permet de changer dynamiquement les différentes propriétés que je vous ai expliquées, et puis d'avoir un petit rendu sur le terminal aussi. Je vais vous montrer tout ça juste après. Donc déjà la configuration, j'ai fait en sorte que ce soit assez simple. Donc il suffit de mettre Device Preview et puis de caler votre application dedans. Et puis après, au niveau de votre application, il faut juste indiquer un builder spécifique pour venir surcharger les Media Query justement. Donc si je vous montre tout ça, qu'est-ce que ça donne? Donc déjà, là j'ai une application desktop. Je ne sais pas si vous voyez très bien, mais voilà, qui réagit relativement bien. On va dire que c'est de la démo. Hein. Mais voilà, donc elle se réduit et puis elle a deux modes de navigation. Donc sur les écrans larges, elle passe avec 2 colonnes, et puis sur les écrans plus petits, elle va passer dans un mode de navigation plus à la Android ou iOS. On va dire mobile. Donc là, on a notre application. Maintenant, ce que j'expliquais, c'est comment tester toutes ces propriétés. Donc pour ça, je vais activer mon Device Preview. Donc pour ça, on va agrandir ça. Donc ici, j'ai mon run avec mon My App. On peut voir aussi que là, ça cible macOS. C'est pour ça que j'ai l'appli en mode desktop qui tourne. On va voir que c'est pratique pour ce que je vais vous montrer. Donc là, je rajoute mon Device Preview avec mon builder. Hop. Et voilà, tout bêtement. Donc c'est juste ça. Là, ça recharge. Ah, il faut le relancer parce que là, je suis dans le main, donc on est obligé de faire un hot restart. Voilà. Donc là, il m'a relancé l'appli, mais là, cette fois, j'ai la simulation. J'ai une info terminal qui montre comment ça pourrait rendre à peu près sur un iPhone 8, par exemple, ici. Et donc, on voit qu'on a un petit menu qui se rajoute ici.
Et c'est là que je vais pouvoir changer mes différentes options. Par exemple, là, j'ai simulé que le terminal il passait en mode dark. Et avec ça, du coup, j'ai toute mon interface. Je peux la tester en dark et voir s'il y a des soucis sur les images ou sur, par exemple, ici la police on voit qu'en bleu, c'est pas très lisible sur fond noir. Donc là, je pourrais adapter en fonction de ça. Ça me permet de tester rapidement tout ça. Au-delà de ça, on a les disable animation, comme je vous ai montré, les invert colors, on voit que ça inverse toutes les couleurs des images. Ça, c'est des propriétés système aussi. Le fameux bold text. Donc là, j'ai utilisé un composant qui fait du rendu semi-HTML en natif. On voit qu'il ne prend pas en compte ça, par exemple. Donc là, on voit que la librairie n'a pas pensé à ça. Donc ça permet de se rendre compte de ce genre de détails. Par contre, les composants de base de Flutter le font. Donc si je zoome un peu, on voit que là, le gras, si je le désactive, c'est plus la même police, quoi. Et pareil pour le scale factor, hop, je peux le modifier en temps réel. Encore une fois, ça ne le prend pas en compte sur la librairie. Donc ouais, je pourrais faire une issue. Voilà. Aussi la locale, ça c'est quelque chose d'assez embêtant à tester et fastidieux. Donc là, par exemple, j'ai des dates qui sont en anglais. Si je veux tester la version française, donc Device Preview, j'ai mis toute une liste de langages par défaut, donc vous pouvez choisir tout un paquet de langages. Donc ça va simuler que votre terminal est dans ce langage-là, mais après votre application, elle supporte uniquement certains langages. Donc par exemple, moi dans mon application de test, j'ai indiqué que je supportais uniquement l'anglais et le français, quoi. Bon, et le chinois, mais ça, je ne sais pas le lire. Mais déjà, l'anglais et le français, on va voir comment je vais pouvoir passer en français. Donc là, j'ai fait une liste de langages. Donc là, je vais passer en français. Et là, voilà, on se rend compte que les dates sont en français. Assez pratique aussi pour tester en temps réel nos interfaces. Voilà, et puis après, donc, il y a un terminal un peu en mode libre qui vous permet de réduire dynamiquement la taille de votre terminal, voilà, pour tester justement tout ce côté responsive. Hop, avec la navigation. Donc là, on voit que ça fonctionne bien. Et on conserve l'état. Ça aussi, c'est très pratique parce que quand on est à 50 écrans de profondeur, changer tout ça en une fois, c'est plutôt que prendre un autre terminal pour le tester, enfin, c'est un enfer. Et là, il y a autre chose que je ne vous ai pas montré, c'est qu'on peut passer aussi sur des terminaux. Donc là, j'étais sur de l'iOS, par exemple. Non, j'étais sur de l'Android, je crois. Non, voilà, là, je suis en Android. Je peux simuler que je suis sur un iOS aussi. Et donc là, on voit la transparence en haut ici. Par exemple, c'est vraiment la librairie Cupertino qui est utilisée. Voilà, donc n'hésitez pas à aller le tester et me faire des retours aussi si vous voyez des bugs ou autres. Et aussi, je cherche des gens qui ont des terminaux pour voir la taille des terminaux. Vous allez voir dans les issues si vous voyez ça. Mais c'est assez compliqué de trouver les informations sur toutes les informations système, sur les marges, etc. Donc pour Android, j'ai fait des terminaux un peu neutres, mais ça ne correspond pas à des vrais terminaux comme côté Apple. Donc ça, si vous en avez, je serais intéressé. Et voilà, donc merci à tous. Et puis, j'ai une question par rapport à votre expérience avec Flutter. ouais. Vous avez développé une application, on va dire en prod. Je voudrais savoir un peu les problématiques que vous avez rencontrées en Flutter en comparaison, par exemple, la plateforme Android et iOS. Je parle particulièrement au niveau d'architecture et aussi la limitation de la plateforme. Parce que je pense que parfois, il faut développer quelque chose en natif. Et je voudrais savoir un peu les principaux problématiques que vous avez rencontrées. Merci. Oh, quasiment aucune. La seule où c'est vraiment problématique pour moi aujourd'hui, c'est au niveau des maps. C'est vraiment le seul plugin qui n'est pas encore terminé pour moi. Des maps, Google Maps, le plugin Google Maps. Et vraiment, il n'est pas super bien fini, notamment sur iOS, ça fonctionne qu'à moitié. Mais sinon, en dehors de ça, pour tout le reste, j'ai pas vu de limitation particulière.
côté iOS Android, hein. On n'aborde pas le desktop ou le web, là c'est beaucoup plus limité. Mais côté iOS Android, pour l'instant, j'ai pas vraiment de problème. Si, il y a aussi peut-être, quand il y a des mises à jour iOS 13 par exemple, ça a mis quelques jours. On voit que les composants arrivent au fur et à mesure, les modifications de UI. Donc ça, c'est peut-être les deux seuls problèmes que j'ai rencontrés. L'archi, je suis parti sur quelque chose, un mix entre provider avec des change notifiers et block pour vraiment des streams à certains endroits. Mais je suis resté sur quelque chose d'assez simple. Déjà bravo. J'avais une question. Parce que donc la logique, là, le but c'est d'utiliser un desktop pour par exemple afficher une tablette ou un iPhone ou un téléphone Android. Comment ça se passe au niveau des plugins, du coup? Là, on est sur les limitations que Kevin a évoquées tout à l'heure. C'est-à-dire que si vous le lancez sur desktop, il faudra que tous les plugins, soit vous les implémentiez, soit ça soit parmi les 4 ou 5 plugins qui sont dispo, quoi. Donc évidemment, là, vous serez limité. Par contre, ce que vous pouvez faire, ce que je fais en fait pour de vrai sur mon application, c'est que je ne le lance pas sur desktop, c'est que je le lance sur un iPad, un simulateur d'iPad. Et là, on a la même chose, mais dans un iPad, et là, on a beaucoup plus de plugins de dispo. Oui. En fait, je voulais savoir pour les publications des différentes applications, tu utilises quoi pour publier en même temps sur Android et iOS? Alors moi j'utilise VSTS, c'est un produit de Microsoft, c'est pas le plus répandu. Je sais que il y a notamment CodeMagic qui est pas mal utilisé. Donc moi j'utilise un truc un peu custom, donc c'est peut-être pas le plus simple, mais c'est juste que on utilise ça pour toute la gestion de projet, etc. Du coup c'est plus simple. Mais moi je dirais le plus simple aujourd'hui, ça a l'air d'être CodeMagic. Malgré que je l'ai pas utilisé, il y a des retours assez bons dessus. Et ça va jusqu'à la publication si je me trompe pas. Je voudrais savoir quel type de back-end vous utilisez pour ces applications. Ouais, alors nous on utilise du .NET actuellement. C'est sûr que côté Dart c'est encore un peu frais. Je ne l'ai jamais utilisé vraiment pour du back-end, mais pour l'avoir testé un petit peu, on voit que on se retrouve souvent bloqué au niveau de, disons que de .NET pour l'héberger et le mettre à disposition, c'est très simple. Du Dart c'est un peu plus compliqué, il faut faire la chose manuellement avec du Docker, etc. Tout configurer à la main et c'est un peu à nous de le faire. Par contre, ils ont ajouté quelque chose récemment qui est le Dart to Native, si je ne me trompe pas, qui permet de compiler en natif un package Dart, enfin une appli Dart, et du coup de l'exécuter comme n'importe quelle application. Donc ça, peut-être que ça va simplifier un peu et faire évoluer un peu cette partie-là. En tout cas, techniquement, c'est faisable. Après, il y a moins de ressources que sur les autres frameworks très connus, type .NET, Node.js, etc. Ok, merci.